Nous allons donc essayer ce soir de faire connaissance avec le Japon. Enfin, commencer de faire connaissance avec lui. Je dois tout d'abord, je crois, vous prévenir d'une chose, c'est que, pour moi en tout cas, le Japon reste certainement le pays le plus déconcertant et le plus insaisissable qui soit. Aujourd'hui encore, lorsque je tente de faire une somme de toutes mes impressions, de toutes mes émotions japonaises, de mes souvenirs, de tout ce qui m'a, disons, étonné, séduit, irrité quelquefois et séduit à nouveau, eh bien, le Japon reste pour moi un mystère, reste pour moi une énigme. Une brillante, une admirable, une ravissante énigme, mais enfin une énigme. Tant et si bien que, à mon retour, lorsque des amis me demandaient quelquefois ce que j'avais vu et surtout ce que j'avais compris au Japon, eh bien, je leur répondais presque toujours que la seule chose que j'ai vraiment comprise au Japon, que je comprenais même un peu plus et un peu mieux chaque jour, était précisément que je ne comprenais pas. Mais enfin, cela, ce sont des impressions et ce que j'ai à vous proposer maintenant, ce sont des images. Donc, un beau matin, nous sommes arrivés au-dessus de Tokyo, à bord d'un Super Constellation d'Air France, Jean-Jacques Robuffa et moi, et je dois dire que le survol de Tokyo nous a semblé un spectacle tellement stupéfiant par ses mesures, par sa variété, par ses contrastes, que dès le lendemain de notre arrivée, nous avons frété un hélicoptère afin de revenir sur ces premières émotions visuelles, si possible de les détailler, et voilà comment cette fois nous avons vu Tokyo. Je précise tout de suite d'ailleurs qu'avec ses 9 millions d'habitants, Tokyo est aujourd'hui très nettement la première ville des 5 continents. Tokyo est un port, presque relié par la côte au port de Yokohama, et Tokyo est également l'une des plus grandes concentrations industrielles qui soit au monde. Là, nous survolons maintenant le centre de Tokyo avec le fameux carrefour de Ginza et de Z Avenue que nous reverrons d'ailleurs tout à l'heure, mais de plein pied cette fois. Voici le Parlement japonais, ou plus exactement la Diète, et dans son parc, un temple shintoïste. Vous savez que les Japonais ont deux religions, le bouddhisme et le shintoïsme, qui est la religion d'État. Il y a d'ailleurs beaucoup de Japonais qui sont à la fois bouddhistes et shintoïstes, les deux n'étant absolument pas incompatibles. Et nous terminerons ces 90 secondes sur Tokyo, si j'ose dire, par le palais impérial que voici, enfoui au milieu de son parc entouré de douves. Les Japonais apprécient énormément la nature. Ils lui vouent même un culte quasi religieux. Et les habitants de Tokyo aiment beaucoup venir flâner ou s'asseoir au soleil autour du palais du Mikado. La Diète, que nous avons survolée tout à l'heure, le palais du Daiichi, qui fut la résidence du général MacArthur, et l'actuel quartier général de ce qui reste à Tokyo, de l'armée américaine. Sur ce panneau est inscrit nuit et jour le bilan des accidents de la circulation à Tokyo. Ce matin-là, par exemple, il y avait déjà eu 2 morts et 37 blessés.
Et nous voici au cœur de Tokyo, à ce fameux carrefour Ginza Z Avenue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ginza représente un peu les grands boulevards, le Broadway si vous voulez, de Tokyo. Quant à Z Avenue, ce sont évidemment les Américains qui lui ont donné ce nom-là. Car au Japon, non seulement les rues n'ont pas de nom, mais encore les maisons n'ont pas de numéro. Il faut être vraiment japonais, je vous assure, pour y trouver son chemin. Voici l'un des spectacles peut-être les plus courants de la rue de Tokyo, le téléphone en plein air, car il n'y a pas de cabine téléphonique au Japon. Mikimoto est le plus grand marchand de perles, mais aussi le plus grand producteur de perles de culture du monde entier. Et si cela peut vous servir à quelque chose, je précise qu'en japonais, allo allo se dit moshi moshi. Avant la guerre, le métier de cireur était pratiquement inconnu au Japon, pour la bonne raison que le japonais portait presque uniquement des sandales de bois qu'on appelle des geta. Le japonais est extrêmement superstitieux, il croit beaucoup au hasard et il aime connaître l'avenir, si bien que la lecture des lignes de la main est une profession extrêmement lucrative au Japon. Ginza est une grande avenue, mais c'est également à longueur d'année un perpétuel chantier de démolition et de construction. Nous sommes ici devant le théâtre du Kabuki, où il y a représentation toutes les après-midi et où la salle est presque toujours pleine. Mais un spectacle de Kabuki dure en général de 7 à 8 heures. Et il est d'usage de ne pas y assister sans avoir prévu quelque nourriture terrestre, disons, sous la forme d'un petit panier contenant ce qu'on appelle des bentos, c'est-à-dire des sandwichs au riz avec des algues, avec du poisson cru, du poisson fumé. Et avec la nuit qui tombe, vous allez maintenant assister à l'un des spectacles qui nous fascinait toujours, c'est-à-dire l'éveil progressif de l'extraordinaire féerie lumineuse de Ginza. Au Japon, presque tous les magasins sont ouverts jusqu'à minuit, de façon de permettre aux employés de bureau, aux ouvriers, aux ouvrières des usines, des ateliers, de faire leurs courses en sortant de leur travail. On lit énormément au Japon,
Plus de 15 000 livres y paraissent chaque année, dont certains ont d'énormes tirages. Et de 9 h du matin à minuit, chaque librairie de Ginza, ou d'ailleurs même des quartiers très populaires, offre à peu près ce spectacle. À son sens étonnant du graphisme et du mouvement, le japonais ajoute aujourd'hui un goût débordant pour la publicité sous toutes ses formes et une maîtrise déconcertante de toutes les techniques possibles de la lumière. Le résultat, le voici. Je vous laisse donc avec la nuit de Tokyo en vous donnant rendez-vous à notre prochaine émission qui sera également consacrée à la capitale du Japon.